Bonjour, donc c'est moi qui ai le plaisir de présenter pour la troisième fois Gérard dans son cours du Collège de France délocalisé ici. Donc c'est le dernier de cette série, après Gérard va remonter à la capitale. Donc aujourd'hui, après le cours de Gérard que voilà, vous voyez présenter, on va avoir deux intervenants dans le séminaire qui seront Laurent Maillet-Contos et Mathieu Moy qui viennent de Grenoble. Donc, Laurent Maillet-Contos travaille à ST et directeur de l'équipe System Level Modeling et aussi responsable près de ST dans les consortiums de standardisation de simulation. Et donc, l'exposé que nous aurons après sera sur la simulation rapide et fidèle de System on Chips. Et Gérard vous représentera ça. Donc, Gérard. Merci. Donc, pour ce troisième exposé, après avoir étudié le point de vue de la recherche et le point de vue de l'industrie, on va parler d'urgences scientifiques, de problèmes scientifiques, éventuellement tout à fait difficiles, qui ont été posés par les applications qu'on n'aurait peut-être pas eu à résoudre de la même façon si ce n'était pas directement sur des projets d'envergure faits par des industriels. Et ce sont des questions scientifiques quelquefois tout à fait fondamentales, et dont la première que je vais vous montrer, a mis 30 ans à être résolue selon moi, et elle n'est pas résolue selon tout le monde. Et donc ensuite, on va parler d'un véritable problème qui est mi-scientifique, mi-industriel, mi-exploratoire, qui est la simulation de système on chip, qui est un sujet très difficile. Vous allez voir la complexité de ces objets extraordinaires et le fait qu'on ne peut plus faire de mise au point qu'en les simulant. Alors, voilà les trois questions brûlantes, et que je salue. J'ai oublié de saluer les internautes, donc je salue les internautes. Et voilà les trois questions bruyantes. La première, c'est: on ne pouvait pas se servir à fond du langage, je parle d'Esterel, car il rejette des programmes évidemment corrects en disant qu'ils ne sont pas causaux, qu'ils ont des problèmes de causalité. Et ça, c'est un problème qui nous a occupés, en gros, de 1984 à 2012. Là, de mon côté, j'estime qu'il est résolu, mais ce n'est pas encore fini. Il y aura un cours sur ce problème le 12 mars, avec un théorème que je vais vous raconter. La deuxième, c'est le multi-horloge. Dans le temps, les circuits étaient tout à fait simples, ils étaient mono-horloges. On avait un circuit qui tournait, il y avait marqué, il tournait à 10 MHz. Et maintenant, on vous vend des circuits qui tournent à 2,4 GHz, 1 GHz dans les téléphones. Rassurez-vous, ces chiffres ne sont pas sérieux. Ce n'est pas vrai que ces circuits tournent à ces vitesses-là, c'est à leur vitesse maximale. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais surtout, ils ont beaucoup d'horloges à l'intérieur. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle le clock gating qui est fondamental. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, il fallait tenir compte de ça et l'introduire dans nos systèmes. Et ça a été une aventure. Et la troisième, qui est la plus surprenante, et certainement techniquement la plus délicate pour nous, ça a été les ECO. Alors, c'est un vocabulaire complètement inconnu de la plupart des gens, dont moi-même il n'y a pas longtemps. Et je vous raconterai ce que c'est. Comment faites-vous les ECO? Vous allez voir que c'est assez rigolo. Alors, passons à la première, la causalité. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Je vous rappelle l'hypothèse synchrone. Quand on émet un message, il est reçu instantanément par tout le monde. Ça, c'est le principe du synchronisme. On travaille avec des instants discrets et on suppose que tout dans l'intérieur de ces instants est infiniment rapide, ce qui simplifie beaucoup de choses. C'est un modèle standard dans les circuits. C'est devenu un modèle standard dans les systèmes temps réel embarqués. Alors, quand on dit ça, quand on parle d'instantanéité, on a des problèmes de causalité. Alors, les problèmes de causalité sont connus depuis très très longtemps dans tous les domaines, en physique, en philosophie, etc. Donc, je vous donne quelques petits exemples de causalité. Ça, c'est trouvé dans La Foire au cancre de Jérôme Jean-Charles, un vieux bouquin très bien. En 1768, la France acheta la Corse 3 ans avant la naissance de Napoléon pour être sûr qu'il serait bien français. Donc, cette phrase est tout à fait claire et on comprend qu'elle a un petit problème par rapport au temps. Mais elle est probablement pas vraie à cause de ça. Une autre classique, c'est « Je prie mes héritiers de faire procéder à une autopsie car je tiens absolument à connaître les causes de ma mort », qui est une phrase aussi dont je ne connais pas vraiment son origine, mais qui explique bien ce que c'est qu'un problème de causalité. Et la troisième, que j'avais déjà faite ici, dans le bâtiment Gilles Kahn, c'est vu son nom, Gilles Kahn était bien forcé de travailler sur les réseaux de Kahn. Donc on comprend bien que ces phrases-là vont avoir un problème si on s'en sert vraiment. Et en informatique, elles existent, c'est par exemple en STRL ou en lustre ou en calcul booléen. Je dis, par exemple, première phrase, si X est présent, je ne l'émets pas, et sinon je l'émets. Mais on a dit qu'un signal est présent si et seulement si on l'émet. Ça, c'est la loi de base.
Donc l'équation sur la présence de x, c'est x égale not x. Cette équation n'a évidemment pas de solution. Donc on est dans un problème où il n'y a pas de solution. Il va donc falloir le rejeter. Ça ne paraît pas très compliqué. Deuxième cas, si x est présent, alors je l'émets. Et je vous rappelle la loi de consistance qui dit que la loi de consistance, ce n'est pas une loi absolue, c'est une loi minimale. Et qui dit que un signal est émis si est seulement, présent si et seulement s'il est émis. Mais il y a une causalité dans cette phrase. Et là, il n'y en a pas forcément, parce qu'on dit si x est absent, il n'est pas émis, donc il n'y a pas de problème, et si x est présent, il est émis, donc il n'y a pas de problème non plus. Mais on sent bien que c'est l'équation x égale x, et qu'il n'y a rien de causal dedans. Donc là, on peut avoir deux opinions. On peut dire c'est non déterministe ou c'est non causal. Bon, il y a eu des grands débats là-dessus. Je pense que ce n'est pas une bonne façon d'être non déterministe. Pour être non déterministe, il faut faire de la chimie, il faut faire le web, il faut faire des choses comme ça. Et moi, je vais rejeter ça en disant que c'est non causal, mais je rejette en orange, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, et on va voir d'autres façons de faire après. Troisième phrase, la plus intéressante, si x, alors j'émets x, sinon j'émets x. Donc dans tous les cas, j'émets x, donc x est présent. Mais c'est une phrase auto-justificative. Et l'équation, c'est x égale x ou non x. Et qu'est-ce qui cause x? Rien. C'est le tiers exclu. Mais le tiers exclu, par exemple, on va le voir tout à l'heure, si vous faites ça en circuit électrique, les électrons ne sont pas au courant du tiers exclu, et donc ils ne vont pas l'appliquer. Donc cette phrase-là, elle est ambiguë. Donc elle est déterministe, il n'y a qu'une seule solution, qui est x est présent, mais elle n'est pas causale. Et donc, je vais encore une fois la rejeter, ce qui ne va pas forcément être le cas de tous les formalismes. Mais vous allez voir qu'il y a une très forte raison pour la rejeter. La question se pose maintenant, c'est si vous avez un programme de 20 000 lignes et que vous trouvez un problème de causalité qui passe à travers 200 signaux, comment vous faites pour le trouver, le caractériser, le débugger, l'expliquer aux gens, etc. Et c'est un problème vrai et sérieux. Alors, oui, je répète que c'est cette chose-là, c'est cette équation-là qui va nous donner la solution. Alors, solution 1, la solution employée dans Lustre et employée aussi dans STRL V7 pour des raisons que je vous expliquerai après, c'est calculer un graphe de dépendance des signaux et demander qu'il soit acyclique. Et par exemple, je dis que si x, alors émettre y, produit une dépendance de y en x. Y dépend de x, c'est tout à fait logique. Et vous ne voulez pas avoir de cycle. Donc, par exemple, if x, then emit x, ça fait un cycle immédiatement. If x, then not x, ça fait un cycle immédiatement. Donc ça, c'est une condition très forte, assez logique, et très facile à tester. Ça se teste en temps linéaire, donc c'est assez simple. Et quand on a des cycles, en fait, c'est parce qu'on a oublié des délais. Il est bien connu, quand on met un délai dans un cycle, il n'y a plus de problème. Il y a deux opérateurs de délai. L'opérateur pré de Lustre, qui prend non pas la valeur au temps de maintenant, mais la valeur au temps d'avant. Si je dis if pré de x, then emit x, ça veut dire si x était là le coup d'avant, j'émets maintenant, il n'y a pas de problème. Ou bien next, qui est tout à fait aussi utile que pré, qui est à émettre à l'instant d'après. Si je dis emit next x, ça veut dire que je décide maintenant que j'émettrai à l'instant d'après. Et donc on casse la temporalité instantanée et on change d'instant, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est la méthode Lustre. Next était très utilisé dans STRL V7 aussi. C'est la même chose fondamentalement, mais pas du tout à l'usage. Next et Lustre ne sont absolument pas interchangeables en pratique, alors que c'est le même opérateur mathématique. Bon. Alors, ces contraintes-là fonctionnent très bien pour les langages comme Lustre, qui travaillent sur du contrôle continu, de l'automatique. En automatique, on fait ça tout le temps, on n'a pas de problème. Mais vous allez voir que dans d'autres cas, en particulier en contrôle discret, ce n'est pas ça qu'il faut, c'est beaucoup trop contraint. Exemple déjà montré par Emmanuel Le Dino dans son séminaire en 2013, qui est dans le cours de 2013. Voici ici un petit programme qui était un problème de l'interface homme-machine. Et il y avait deux morceaux de l'interface homme-machine, c'était dans l'avion Rafale, et qui étaient, là c'est très simplifié, ces deux morceaux ici autour du parallèle sont faits par des personnes différentes. Et quand on les branche, on dit « Ah, statiquement, il y a un cycle ». Mais en fait, ce n'est pas un vrai cycle. Regardez pourquoi. Là, je dis, il y a deux signaux d'entrée qui s'appellent top horloge et indicateur on. Et on va fabriquer deux signaux locaux avec, ils s'appellent fin et réarmement. Et je dis ici, quand vous avez top horloge, mettez fin, mais ne faites pas ça si vous avez réarmement. Et quand vous avez indicateur on, mettez réarmement, mais ne faites pas ça si vous avez fin. Et donc on a un cycle, parce que réarmement empêche fin, et
fin empêche réarmement. Mais fin et réarmement, c'est les mêmes, et donc on a un cycle. Donc, dans les méthodes habituelles, ça s'est rejeté. Et pourtant, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose, ça c'est les méthodes habituelles, mais ça marche très bien parce qu'il y a quelque chose d'écrit en plus là-haut. Cette relation dièse veut dire incompatible. Ça veut dire, je vous assure que pour des raisons extérieures, par exemple que c'est le même bouton dans deux positions qui vont envoyer les deux signaux, eh bien on n'a jamais les deux signaux en même temps. Et comme on n'a jamais les deux signaux en même temps, on peut en déduire qu'on n'aura jamais non plus fin et réarmement en même temps, et que donc ce cycle est potentiel, mais qu'il ne sera jamais excité par personne. Ce n'est pas possible. Et il se peut que les raisons pour lesquelles on n'a pas ces deux signaux en même temps, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un seul bouton, mais c'est qu'on ne peut jamais être dans un état où les deux signaux peuvent être émis en même temps. Donc ça peut être très compliqué sur des systèmes qui ont 10 puissance 50 états. Donc il faut détecter ça. Et on nous disait, mais ce programme marche parfaitement, votre langage est complètement correct, pourquoi vous ne compilez pas ça ? Et donc ça a été un problème tout à fait ardu. Donc la solution a été trouvée en plusieurs étapes. La première solution, ça a été par Georges Gontier, dont j'ai déjà longuement parlé ici. Il a fait, à l'époque, on faisait un développement explicite d'automates, et Georges a inventé une théorie qui s'appelle la théorie des potentiels, qui est dans un papier qui est le plus cité sur STRN, mais que je ne vous conseille pas forcément de lire. Il y en a d'autres mieux maintenant. Et ça veut dire qu'on calcule l'état courant, et en fonction de chaque entrée, on peut décider si le cycle est excité ou pas de façon assez maligne. Donc ça, c'était le compilateur STRL V3, ça acceptait les programmes en question, mais ça avait des gros inconvénients. C'est qu'il n'y avait pas une... On ne veut pas seulement accepter ou refuser les programmes, on veut savoir pourquoi ils sont rejetés. On veut pouvoir débugger. Et c'était un peu dur. Et puis ça ne passait pas à l'échelle parce que la génération de code pouvait être exponentielle, j'en ai parlé dans le premier cours. Donc on a essayé de réfléchir, et là on est tombé, pour les générations d'après, qui fabriquaient du code linéaire et plus exponentiel, et là, on a été sauvé la première fois par un superbe papier de Sharad Malik, qui s'appelle, donc Sharad Malik était à Princeton à l'époque, et qui s'appelle l'analyse des circuits combinatoires cycliques. Donc dans les circuits, on a exactement le même problème. Voilà un circuit. Alors ça sort de synthèse de circuits. On prend des langages de haut niveau, et on se retrouve qu'on synthétise cette chose-là, et dit, si on a une certaine condition, alors je calcule f de g de mon input, sinon je calcule g de f de mon input. Et si on le fait classiquement, ça, on s'aperçoit que f et g doivent être dupliqués. Il y a un chemin qui va calculer fg et l'autre chemin qui va calculer gf. Et si vous travaillez avec non pas fg mais fghi, eh bien vous apercevez que vous êtes factoriel fondamentalement, et que le nombre de combinaisons peut être gigantesque, exponentiel. Vous finissez exponentiel. Donc le circuit est de taille exponentielle en fonction du problème, non raisonnable. Par contre, vous pouvez faire du partage de f et g à condition d'accepter les cycles. Vous voyez ici, ça c'est des multiplexeurs, donc c'est des ifs and else. Si c'est vrai, ça va exciter ce chemin avec des 1, voilà, comme ça. Donc ça c'est le cycle complet, on voit bien le cycle en rouge. Donc ce cycle, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Il faut le regarder de près. Eh bien, si C vaut 1, les multiplexeurs sont tous vers le haut, et donc en fait les zéros sont ignorés, et on a un chemin qui passe d'abord par G, après par F. Alors que si la condition vaut 0, les multiplexeurs sont tous orientés vers le bas, et on a un chemin qui passe de F vers G. Et donc c'est toujours bon. Mais ça, il faut le détecter. Alors Sharad Malik a montré qu'on pouvait parfaitement le détecter, donner un algorithme à base de scoterie, de logique à 3 états, bottom, true, false, qu'on fait en mon cours 1989, où j'en parle, et a donné un algorithme qui permet de détecter ça. Mais il n'a pas vraiment justifié son algorithme, il n'a pas vraiment relié à la physique. Mais c'est resté quand même la base des travaux. Alors nous, on a pris cet algorithme, on l'a fait marcher, je vous dirai comment après, et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'exemples très intéressants, dont des réels. Alors voilà un qui est très joli, qui est dû à Robert de Simone, qui est quelque part dans la salle, que je salue, et c'est un allocateur de ressources. Donc ici, vous avez 4 personnes qui demandent des ressources par ROC, et quand la ressource est donnée à un seul d'entre eux, c'est par le fil OK. Et alors, cet allocateur est très intéressant parce qu'il est complètement cyclique, et on voit le cycle ici. Le cycle est en rouge ici. Comment est-ce qu'il marche? En fait, vous avez ici une ligne de mémoire, c'est une ligne à retard de mémoire, ça c'est un registre qui contient la valeur 1, les autres la valeur 0, et à chaque cycle de calcul, ce registre va tourner. Et qu'est-ce que fait ce registre? Il désigne le premier à répondre à la question s'il est prêt. Donc ici, ce registre-là excite cette porte où?
Donc, si Roch est posé par M. Violet, eh bien, OK est donné à M. Violet. Sinon, on examine M. Vert et OK est donné à M. Vert. Mais le coup d'après, c'est plus M. Violet qui est en premier, c'est M. Vert. Donc, ça va faire une équité entre les différents trucs parce que le jeton tourne à chaque instant. Alors, on connaissait ce design avant, Macmillan l'avait déjà beaucoup regardé, mais il l'avait regardé en acyclique, et quand il est en acyclique, il devient très laid. Il devient parfaitement asymétrique et pas joli du tout, il n'y a aucune raison de ne pas le laisser comme ça. Le deuxième design est beaucoup plus intéressant, c'est le design d'un morceau cœur du Pentium, qui est le décodeur de longueur instruction. Alors celui-là, je ne l'ai jamais montré, désolé pour les internautes qui ont déjà vu les précédents, mais celui-là, il est nouveau. Je n'ai jamais montré. Donc, on reçoit des instructions du Pentium. Il y a un bon millier d'instructions dans le Pentium. Elles sont de longueur très variable. Et il faut lire plusieurs octets des instructions pour savoir de quelle longueur est l'instruction. Mais c'est fondamental parce que c'est pour les couper en morceaux et les donner à l'exécution. Ce design-là est critique dans le Pentium. Il doit tourner en plus à 2 fois la vitesse du Pentium. Et c'est un des tout premiers designs au monde qui n'est plus testé, qui n'est vérifié que par vérification formelle. Parce que c'est trop pénible de le tester. Et par contre, on le change souvent parce qu'il est tellement critique au niveau des performances. Alors voilà comment ça marche. On a un buffer ici de 16 octets. Il peut être plus grand. Et dans ce buffer vont arriver des octets en parallèle dans n'importe quel ordre. N'importe quel ordre. Et il va falloir calculer le plus vite possible où sont les instructions et les extraire. Alors, vous voyez, ici, par exemple, là, j'ai oublié de montrer qu'est-ce qui coupait le cycle, désolé, dans l'exemple de Simone. Ce qui coupe le cycle, c'est le jeton ici qui coupe le cycle à l'endroit de cette porte où. Le cycle est toujours coupé, mais jamais au même endroit. Désolé, j'ai oublié l'ordre. Bon, revenons à notre ILD, Instructions Length Decoder. Donc ici, on sait que la première instruction démarre là, parce qu'au début des temps, c'est là qu'elle va tomber le premier octet. Ensuite, voilà un octet qui arrive. Voilà 2 octets qui arrivent en même temps. Tout ça se fait dans un désordre total. Et puis voilà l'octet de 1 qui arrive. Et ça permet tout de suite de décider que le début de la prochaine instruction est là où il y a la flèche. Et donc on peut marquer cette prochaine instruction. Mais on n'a toujours pas l'instruction 1. Hein. Elle n'est pas encore arrivée. Alors ensuite on reçoit d'autres octets. Et là on reçoit directement le 2. Et comme on a les 2 premiers octets de l'instruction 2, on sait déjà que l'instruction 3 va démarrer là, par exemple. Et puis on continue à recevoir des octets un peu dans tous les sens. Et puis à un moment, on reçoit ce qu'il faut pour décider que la 4 est là-bas. Et là, on est en train de se marcher sur les pieds parce que la 1 n'est toujours pas ressortie. Hein. Donc il faut faire attention parce que quand on va recevoir le premier octet de ça, ce n'est pas la 4. C'est toujours la 1. Donc à un moment, la 4, donc on la marque. Et puis à un moment, on va recevoir cet octet-là qui rentre là où il y a marqué 4, mais ce n'est pas la 4, c'est la 1. Et donc, on va pouvoir à ce moment-là ressortir la 1, d'accord, continuer les choses. Et mettons, on va recevoir ici un octet dans la 4, qui cette fois est la 4, et qui va nous dire d'un seul coup qu'il y a 2 instructions dont on connaît les longueurs parce qu'on avait suffisamment d'informations sur celle-là pour savoir que la suivante était là. Alors, c'est un joli puzzle. Hein. Je vous conseille d'essayer de programmer ce truc-là. Ça occupe un grand moment. Et il y a 2 méthodes pour le programmer, c'est le programmer cyclique ou pas cyclique. Cyclique, c'est joli comme un cœur, acyclique, c'est moche comme tout. Okay. Alors, un inconvénient quand même, c'est que si on le programme en cyclique, eh bien, la synthèse de circuit derrière nous dit « Oh là là, je ne sais pas quoi faire de ce truc-là, moi je ne traite pas les cycles ». Alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est, par exemple, le programmer en cyclique et ensuite laisser les gens se battre pour en faire une version acyclique et faire une preuve formelle. Ça, c'est mon cours de l'année prochaine. Une preuve formelle qui démontre automatiquement que c'est effectivement juste ce qui est fait. Voilà, donc ça, c'est un exercice assez fatigant. Hein. Il faut que ça aille très très vite. Vous ne pouvez en aucune façon perdre un cycle. Donc, absolument aucun moyen de rajouter un registre quelque part. Hein. Donc ça, c'est un très très beau design cyclique, réel, complètement réel. Alors, j'ai dit que la clé, elle était là-dedans. Ça, c'est des choses que j'ai déjà montrées. Désolé les internautes, mais je vais aller un petit peu plus loin là. Hamlet, c'est ce circuit-là. To be égale to be or not to be, c'est l'équation de Hamlet. C'est ce circuit-là qui a la clé. Que se passe-t-il dans ce circuit? Eh bien, si on prend de la logique classique avec du tiers exclu, ben, to be vaut 1. Et si on prend la logique constructive, la logique qui a fait tant de débats dans les mathématiques à partir des années 1920, ou un peu après,
la logique intuitionniste, la logique intuitionniste n'est pas d'accord avec le tiers exclu, n'accepte pas le tiers exclu. Et effectivement, en logique intuitionniste ou constructive, ces choses-là ne calculent rien du tout. Hein? Pour prouver to be or not to be, il faut prouver to be. C'est ça qu'elle dit. Moi, je veux connaître la valeur de to be pour prouver to be or not to be. Il ne suffit pas de supposer la valeur, il faut que je la connaisse. Donc, on ne peut pas la connaître. Et électriquement, ce qui est très intéressant, c'est que ça va se stabiliser à 1 pour certains délais des portes et des fils, mais pas pour tous les délais. Et donc, la question qui se posait, c'était, peut-on caractériser les circuits qui se stabilisent pour tous les délais et éventuellement tous les états atteignables et toutes les entrées admissibles? Et la réponse est oui. Et le théorème qui sera démontré dans le cours numéro 2 de Paris, donc le 12 mars, non, c'est pas le 12, c'est le cours numéro 4 de Paris, donc le 26 mars, la démonstration sera faite avec une logique temporelle du temps continu qui est assez chouette. C'est qu'un théorème d'équivalence qui dit qu'il est électriquement stable pour toute implémentation hardware s'il est calculable en logique constructive. Et donc ça, c'est un résultat très fort, parce qu'ici, vous avez des quantificateurs sur un nombre de délais qui est très grand, qui sont des nombres réels, et là, vous avez un truc bête comme chou. Logique constructive, on ne peut pas faire plus bête. Donc, ce n'est pas du tout évident, cette histoire. Et ça me dit que la notion qu'on emploie de logique constructive est la bonne, parce qu'elle est intuitive et elle est physique. Mais ce n'est pas forcément la seule qu'on veut. Donc, j'en profite pour vous faire de la réclame pour un bouquin fantastique qui s'appelle Anagramme renversante d'Étienne Klein, Jacques Péristalco et Donatien, je ne connais pas le prénom, qui s'appelle Anagramme renversante ou le sens caché du monde, et dans lequel il y a un anagramme de être ou ne pas être, voilà la question, qui est oui et la posée n'est que vanité orale, ce qui n'est pas évident. Il y a aussi Albert Einstein, rien n'est établi. Ça ne s'improvise pas, ça. Et ils font ça sans logiciel. Et je dis non, ce n'est pas vrai, la posée n'est pas que vanité orale, c'est un problème tout à fait sérieux. Bien. Alors, le circuit du début, par exemple, est tout à fait prouvé correct, très très rapidement par ces outils, et il est exponentiel si on ne le fait pas. Alors, comment est-ce qu'on transpose la causalité dans un langage impératif comme STRL? Eh bien, c'est assez malin. Et en gros, ça consiste à avoir deux prédicats qui vont s'alterner dans le temps. La propagation positive de l'information positive et la propagation positive de l'information négative. Mais toujours des propagations et jamais d'hypothèses. Regardons ça. Ici, j'émets X. Ici, s'il n'y a pas X, j'émets Y. Et après, s'il n'y a pas Y, j'émets Z. Ça, c'est la première case. Deuxième case, je regarde ce que je dois absolument faire. Ben, je dois émettre X. Moi, je suis mon contrôle bêtement. J'essaie d'être bête comme l'électricité, hein. Je suis mon contrôle, et puis là, je dois tester non X, mais je ne connais pas encore X, donc je ne peux rien faire de plus. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai émis X, X égale 1. Maintenant, je regarde ce que je ne peux pas faire. Je vais propager le négatif. Donc, je sais ici que not X est vrai. D'accord ? Not X est faux, pardon. Not X est faux, donc je ne peux pas faire emit Y, puisque c'est un zen. Donc, je barre emit Y. Mais, je peux en déduire que Y vaut 0, parce qu'il n'y a pas d'autre émetteur de Y. Et je me rappelle de ma loi qu'un signal ne peut être présent que s'il est émis. Quand il n'y a plus d'émetteur, il est forcément absent. Donc j'en ai déduit un fait positif du prédicat can-not, et maintenant je récure dans l'autre sens, et je dis que maintenant je sais que not Y est vrai, et donc je sais que j'ai mes Z, et j'en déduis Z égale 1. Donc c'est une alternance de prédicats must et can-not, une alternance qui peut être longue, qui va conduire à ce résultat-là. Ça se calcule très bien, ça se calcule très facilement, et le circuit traduit dans STRL, que j'ai montré au premier cours, a une propriété absolument magique, c'est qu'il fait les deux en parallèle, qu'en fait, si vous regardez les fils du circuit, propager must, c'est calculer la propagation des 1 dans les fils du circuit, et proposer can-not, c'est calculer la propagation des 0, et l'imbrication entre ces deux choses dit qu'en fait, ce qu'est en train de faire le circuit, c'est une preuve en logique constructive. Le circuit est une machine à fabriquer, une machine électrique pour fabriquer des preuves en logique constructive. Et ça, c'est le paradigme de Curry-Howard, bien connu dans d'autres circonstances. Bon, alors l'implémentation, on sait faire ça en propageant pas à pas des valeurs. Donc on sait faire des interprètes en temps linéaire qui font ça. On sait détecter les cycles à l'exécution, mais on sait aussi compiler avec des techniques qui sont difficiles, pour le coup, de binary decision diagram ou de système SAT, de satisfaction booléenne. Et ça, ça occupe beaucoup. On en parlera l'année prochaine. Et on sait transformer une version
cyclique en une version acyclique équivalente et relativement efficace quand même, qui permet de la synthétiser ou de faire de logiciels qui marchent bien. Et on sait aussi vérifier formellement l'équivalence entre ce qu'on vient de produire et de source. Et on a des bons algorithmes, mais ça reste cher. Sur les très gros algorithmes qu'il y avait Dassault, par exemple, ça pouvait être très long la compilation et pas très prédictible. Donc voilà. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations algorithmiques possibles pour faire ça. Mais le mieux, c'est de laisser faire l'électricité. C'est ça qui marche le mieux. Bon. Alors j'ai dit que c'était pas la seule solution. Et par exemple, la programmation réactive qui a été créée ici à Sophia Antipolis en 1991 par Frédéric Boussineau et puis ensuite reprise par Louis Mandel avec ReactiveML en 2002, Louis Mandel qui est maintenant au Collège de France avec moi, a fait un truc différent. Ils ont voulu faire un langage beaucoup plus dynamique, récursif, qui n'était pas du tout STRL. Il y a peu de circuits qui se reproduisent pendant la exécution, hein. Mais eux voulaient faire ça et dire que tous les programmes ont une sémantique. C'était assez fondamental pour arriver à faire ce qu'ils voulaient faire et surtout le mettre à l'intérieur de C ou le mettre à l'intérieur de ML et pas faire un langage complètement spécialisé, rien que ça. Et donc, par exemple, eux, ils disaient on va privilégier l'absence sur la présence. Si je fais ici if x et limite x, eh ben, on va dire que x est absent. Par contre, si je fais des tests négatifs, alors c'est dommage, ils ont gardé la syntaxe else, mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que le test négatif, sa conséquence n'est pas à cet instant, mais à l'instant d'après. Et ça évite tout cycle de causalité, mais ça cache un peu quelque chose, ça oblige à introduire des faux instants, mais qui ne sont pas forcément du tout idiots dans leur cas. Et donc, je vais vous montrer un exemple d'utilisation de ça. Si j'arrive à retrouver ma fenêtre. Ah oui, mais non, je ne suis pas sur le réseau. Si, je vais peut-être y arriver quand même. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Parce que je ne suis pas... Ouais, ben j'essaierai de le montrer à la fin. Non, ça y est, il est là. Donc ici... Ah, mais non, je ne vais pas être sur le réseau aussi. Et non. Si, voilà, ça marche. Donc ici, c'est le mouvement des n-corps. Donc n-corps qui vont obéir aux lois de la gravité autour d'un soleil, là, et qui vont bouger. Et donc, ils bougent tous en synchronisme. Et donc, à chaque tic du synchrone, chacun bouge, et ils s'échangent toutes leur masse et leur position pour déterminer vers où ils vont, pour calculer leur vitesse. Vous voyez, ça marche très très bien, hein. Et c'est complètement dynamique, ce qu'on ne peut pas faire en SRL. Il y a un bouton qui permet de rajouter des planètes au vol. Et donc, voilà, on peut rajouter plein de planètes au vol, et ça continue à calculer. Et c'est complètement dynamique, donc c'est un autre monde de langage réactif qui est très intéressant. Et bon, je n'ai pas tellement le temps d'en parler, mais ça reviendra peut-être sur le tapis un de ces jours. Bon, alors, je ne sais pas comment... Voilà, c'est comme ça qu'on arrête. Donc, c'est tout à fait intéressant, mais c'est autre chose. On ne fait pas des circuits avec, par exemple. Alors, ça, ce n'est pas le bon exposé. Que je revienne à mon exposé. Ça, c'est mon mail. Désolé, ce n'est pas ça du tout que je voulais faire. Le problème, c'est que je n'ai pas mes lunettes de vieux, là. Voilà. Voilà mes lunettes de vieux. Bon. Donc, passons maintenant à l'exposé, aux questions suivantes. Question très intéressante. Donc, il y a beaucoup d'horloges dans les circuits. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'horloges dans les circuits? Laurent Maillet-Contos va vous en parler plus amplement tout à l'heure. C'est essentiellement parce que les circuits modernes ont deux choses à faire. C'est sauver l'énergie, économiser l'énergie. C'est vraiment la chose numéro 1 à faire dans les circuits. Ce qui fait, c'est aussi pour ça qu'ils ne tournent pas du tout à la vitesse qui est marquée. Ils passent leur vie à se ralentir. Et aussi avoir beaucoup d'horloges parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui doivent travailler à des horloges différentes. Alors, commençons par le masquage d'horloges, qui s'appelle aussi clock gating, même en français, parce que tout le monde l'appelle comme ça. L'idée est la suivante. Un registre qui change d'état, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc si on peut éviter que les registres changent d'état, par exemple quand on n'a pas besoin de le résultat, on le fait. Et pour ça, on va mettre une petite porte qui enlève le signal d'horloge. Je vous rappelle, l'horloge produit essentiellement un front montant, et on va mettre une porte qui va masquer ce front montant, comme ça le registre ne verra rien, il dépensera très peu d'énergie, il gardera juste sa valeur, ce qui est très simple. Alors d'habitude, c'est fait... alors c'est équivalent à de la logique comme ça. C'est équivalent à dire que le signal qui coupe l'horloge arrive là. S'il est à 1, eh bien, on fait passer la valeur dans le registre normalement. Et s'il est à 0, ben, le registre se reproduit tout seul. Ça, ce n'est pas la bonne façon de faire, c'est plus cher, mais les deux sont équivalents. Et ça va être important pour la suite. Alors,
D'habitude, c'est un truc qui a été introduit un peu par la bande dans le modèle, avec du pattern matching bizarre. On écrit tel truc et le système de compilation se dit « Oula, ça doit être du clock gating, etc. » Et ce n'était pas bien pour nous, parce que nous, on veut que les langages soient complètement clairs, sémantiques, mathématiques, et donc on ne savait pas trop quoi faire. Alors, en SRL, on avait bien une instruction suspend qui est exactement CTRL-Z sous Unix. En gros, quand vous faites CTRL-Z, vous arrêtez de bosser. Et donc, susp est un signal qui fait CTRL-Z, mais à chaque instant, ce n'est pas sur la durée. Quand il y a susp, ça ne va rien faire. Donc, expliquons comment ça marche. Par exemple, s'il n'y a pas susp, le signal susp qui va suspendre, eh bien, on fait les équations normales, les choses normales. Donc, je pars de ces pauses marron, je fais ces instructions-là, ce n'est pas très important ce qu'elles font, et je me retrouve, et je m'arrête pour l'instant aux pauses rouges, et c'est de là que je partirai la prochaine fois. Donc, je fais l'action, l'état de départ est marron, l'état d'arrivée est rouge. Si j'ai suspend, je ne fais rien, je reste dans mon état, l'état d'arrivée et l'état de départ sont le même, il ne se passe rien, comme sur CTRL-Z. Très bien. Alors cette sémantique formelle était faite par des équations, des règles de logique. Ça, c'est la sémantique formelle, je ne vous en donne pas les détails, mais en gros, ça dit faites l'action et changez d'état, ou bien faites pas d'action et restez dans le même état. C'est très simple. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Klaus Schneider, en Allemagne, qui travaillait sur un Quartz, un langage analogue à SRL, mais qui est bien plus riche maintenant, s'est dit, il y a un truc bizarre en regardant la sémantique, c'est que par symétrie, il manque une règle. Il y a une règle qui devrait y être, elle manque. Il y a un jeu de règles qui est bien, mais il y a un trou. Là, il devrait y avoir une règle. Et cette règle, c'est celle-là. C'est en gros, s'il n'y a pas le signal, on fait l'action, on change d'état, normalement. Et s'il y a le signal, on fait l'action, mais on ne change pas d'état. Il m'a dit, par symétrie, il faut faire ça. Je lui ai dit, mais pourquoi? Je pensais hardware, ça ne veut rien dire. On fait CTRL-Z, donc on calcule le résultat, mais on revient à un état d'avance. C'est bizarre. Puis tout d'un coup, on a eu une idée, mais toute bête, c'est qu'en fait, c'est ça que fait le clock gating. Donc regardons ce que c'est. Donc normal, on agit normalement s'il n'y a pas le signal, mais s'il y a le signal, eh bien, on agit, mais on ne change pas d'état. Ça veut dire qu'on a coupé l'horloge aux registres qui sont à l'intérieur de ça. Donc dans la portée de cette instruction qui s'appelle weak suspend, on a coupé l'horloge à tous les registres. Et ça, c'était super parce que ça a permis de faire que le clock gating, au lieu d'être un hack pour sauver l'énergie, devient une primitive sémantique fondamentale du langage, qu'on ne pouvait d'ailleurs pas définir avec les précédentes, qui augmente la puissance du langage, qui est complètement mathématique, qui se prouve, qui s'analyse, qui se synthétise, qui fait du logiciel, etc. Et donc, ça nous a beaucoup servi. C'est plus subtil, il y a une version immédiate, c'est pour les amateurs d'SRL, regardez le code, ça occupe bien celle-là. Voilà. Et weak suspend, eh ben, c'est un opérateur standard, et ça peut se compiler soit par un clock gating, soit par un multiplexeur, comme j'ai montré au début. Par exemple, si vous faites des FPGA, il n'y a pas de clock gating, il faut faire un multiplexeur, sans changer le source. C'est juste une option de compilation. Donc ça, c'était très bien. Mais il fallait faire du multi-horloge. Il y a beaucoup d'horloges dans les circuits, et ça peut être très compliqué, le multi-horloge. Le 5 mars, on en parlera beaucoup. Mais voilà le multi-horloge. Donc on a des parties. Mettons, on a un microprocesseur, un DSP, un circuit vidéo. Chacun a leur horloge. D'ailleurs, ils n'ont pas été fabriqués par les mêmes gens, enfin conçus par les mêmes gens, ils sont dans le même chip. Et on va voir qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et donc, il faut comprendre comment faire ça. Et nous, on ne comprenait pas trop comment faire les maths de ça, le langage pour ça. Et puis, on s'est dit, c'est très simple avec weak suspend. Tout ce qu'on peut faire pour en donner au moins la sémantique, c'est faire une horloge fictive qui est plus rapide que tout le monde et dire que toutes les horloges réelles sont des clock gating par des signaux. C'est ce qu'on ferait en lustre aussi. D'avoir une horloge infiniment rapide qui n'existe pas, mais dont on n'a besoin que pour la sémantique. On n'a pas besoin pour l'implémentation. On peut en avoir besoin pour la simulation, mais là, on peut la faire exister parce qu'on est en simulation, et dire que les horloges réelles sont des clock gating de cette horloge beaucoup plus rapide que les autres. Et ça nous permet de faire un langage et de faire sa sémantique, et ça nous a permis de faire, pour la première fois, un langage multi-horloge qui a du sens. Parce qu'avant, il y avait des langages multi-horloges, mais comprendre ce que ça faisait, ça consistait à regarder les gens bouger les mains pendant qu'ils expliquent. Ce qui n'est pas notre tradition. Donc voilà, on peut faire des modules multi-horloges dans lesquels on passe des horloges aux modules, etc. C'est hiérarchique et tout ça, et ça marche très très bien. Et puis on peut calculer des horloges dérivées en sous-échantillonnant une horloge ou bien en multiplexant des horloges. Ça peut être utile en logiciel, en hardware, je ne sais pas trop comment on fait ça, pas sûr qu'on puisse. Et voilà. Et donc ça a résolu le problème. Et le langage multi-horloge a immédiatement été adopté partout.
Et les gens étaient très contents et ça leur générait des circuits multi-horloges avec des simulations qui étaient rigoureusement conformes. Mais il reste des problèmes, en particulier parce que la simulation reste chère et que ce n'est pas la bonne façon de faire ce que j'ai dit. Et il y aura des choses là-dessus dans les séminaires. Alors, le dernier sujet, qui était le plus compliqué et le plus surprenant, parce que ça, c'est un sujet totalement inconnu dans la recherche, c'est les ECO. Alors, on était donc en R&D avec des très bonnes évaluations, en pré-production, et puis les gens voulaient passer en production, et là, ils nous ont dit, bon, ben maintenant, il faut qu'on comprenne les ECO, parce que sans les ECO, on ne passe pas en production. Alors moi, j'avais déjà entendu ce mot de Mikhail Kishinevsky, avec qui je travaillais chez Intel, et qui connaît très bien ça, et qui m'avait dit un jour, tu sais, tu vas devoir y passer aux ECO. Hein. Ben, vous allez devoir y passer. Donc on s'est dit, bon, ben là, il va falloir qu'on y passe. Alors c'est quoi? Alors je vous rappelle le flow de construction hardware, architecture au design logique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le design, c'est la programmation en logiciel, mais là ça s'appelle le design logique RTL, et un programmeur s'appelle un designer, j'ai déjà expliqué ça, et STRLv7 était le langage qui permet essentiellement d'améliorer beaucoup le dialogue entre le micro-architecte et le designer, qui est un point faible du système, et d'avoir un passage totalement rigoureux après, mais complètement rigoureux, beaucoup plus rigoureux que d'habitude, du design des programmes au chip. Et ça, je vous ai dit, c'est quelque chose d'horriblement compliqué, cher, long, qui se complique de jour en jour. C'est affreux. Bon. Et l'idée, c'était qu'avec ça, on pouvait fabriquer des tout petits circuits, comparés aux méthodes manuelles, des plus petits, pas tout petits, qui allaient plus vite souvent que les méthodes manuelles. On pouvait tuer les bugs très très tôt, en particulier par la vérification formelle, et donc on était super contents. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, pourquoi? Parce que quand on fabrique un circuit, on le simule, tagada, on est super content des simulations, et quand on l'intègre, on a la vraie bête, et là on trouve des bugs. Ah, on trouve des bugs. Alors on dit, ben, c'est pas grave, on trouve un bug. Alors on savait, voilà, le CO c'est ça, on savait qu'on avait la tête dans le sable et qu'on allait se prendre un grand coup de pied. Donc on trouve des bugs. Alors qu'est-ce qui se passe quand on trouve un bug? Alors naïvement, le bug il est là, hein, on l'a trouvé dans le chip. Naïvement, on se dit, ben, c'est pas grave, hein, c'est assez facile de trouver où il est. C'est toujours dans les parties contrôle. Vraiment toujours dans les parties protocole, contrôle. Il y a une opération qui ne se fait pas au bon moment, une opération qui ne se fait pas, ou une opération qui se fait en trop. C'est très rarement dans les additions, les multiplications. Bon. Alors, on se dit, ben, c'est pas grave, ça c'est du code STRL, donc on change le code STRL, on trouve rapidement le bug, il y a un automate qui est mal foutu, etc. Il y a 5 lignes de code à changer, et bon, on recompile. Alors, on fait la modif dans le source, et puis on recompile. Eh ben non, ça c'est interdit. Recompiler, 3 semaines, 1 million, 2 millions de dollars. On ne peut pas recompiler. La seule solution, c'est de patcher le masque. D'accord? On va regarder dans le masque dans lequel on a laissé du genre 5% de place libre, comme dans les bons vieux circuits intégrés, et il va falloir trouver où est le bug, trouver comment modifier le masque. Bon, il va falloir remonter toute cette chaîne assez haut, en fait, trouver où est la logique compilée là-dedans, et voilà. Alors les gens savent à peu près faire ça quand c'est de la logique combinatoire, quand c'est des portes logiques, ils savent à peu près faire ça, c'est super dur, mais nous, on n'a pas eu à s'en occuper. Il y a des outils, il faut faire de la division booléenne, de fonctions booléennes à 100 variables ou plus. C'est horriblement dur, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais nous, on a fait quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que c'est des designs séquentiels dans le temps. Alors, non seulement il faut faire ça, non seulement il faut trouver comment patcher ce masque qui est un objet hideux. Hein, un masque, c'est... Si le circuit a 1 milliard de transistors, le masque a beaucoup de milliards de traits. Hein. Et en plus, ce n'est même pas des vrais traits. Enfin bon, on ne raconte pas les masques. Il faut en plus prouver formellement que la modification qu'on fait sur le masque est identique à la modification qu'on a fait sur le source. Alors évidemment, quand on a compilé, on a resimulé, on est content, tout le monde est convaincu jusqu'au prochain bug que c'est la bonne modification du source. En pratique, il n'y a pas tellement d'itérations sur un circuit, ce qui est assez surprenant. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, c'est assez compliqué. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a trouvé le bug. Donc là, on en a un peu bavé. Alors là, il se trouve que la solution, les éléments de solution, les premiers éléments, sont exactement les mêmes que pour la certification de SCADE pour piloter des avions, dont j'ai parlé au premier cours. C'est la même chose, c'est la traçabilité. La première chose, c'est de pouvoir tout tracer du code source
au code objet, mais tout tracé. C'est-à-dire d'avoir un debugger qui permet de remonter de tout objet aux sources et réciproquement. Et ça se fait en particulier avec des systèmes de nommage qui ne sont pas spécialement compliqués, mais qui sont délicats à mettre en œuvre, hein, parce que pour que ce soit pratique, c'est compliqué. Et puis toute une instrumentation multi-fenêtre qui va avec. Donc par exemple, à la ligne 317 du code intermédiaire, j'avais un await d'un signal et je l'ai baptisé state 1. Je lui ai donné un nom exprès, par exemple, parce que c'est un dessin d'automate dans lequel j'ai marqué state 1, c'est pratique. Et je lui ai donné un nom, et donc on va générer, par exemple, pas mal de variables pour ce truc-là. Et il y en a une qui est la principale, c'est le registre qui représente l'attente, là où il y avait un 1 pendant qu'on attend et un 0 pendant qu'on n'attend pas. Il s'appelle poserug state 1 0 317. Donc ça c'est très classique en compilation. Donc poserug c'est la fonction, ça dit que c'est un registre de la pose qui est cachée à l'intérieur de l'await, qui est une instruction plus complexe. State 1 c'est ce qui était marqué là, 317 c'est la ligne de code intermédiaire qui a elle-même un pointeur sur la ligne de code source. Bon ça c'est assez banal. Rien de bien spécial, il faut simplement bien le faire, c'est délicat, mais c'est tout. Et par exemple, si on a un emit B reçoit A, ça veut dire si B est maître A, en SRV7, on dit le statut de A, qui s'appelle le signal S12 dans la table des signaux, avec là il y a des pointeurs dans tous les sens sur le source, c'est je commence cette instruction-là et le statut de B était à 1. Bon, ça c'est très bien, pas grande difficulté, mais il faut quand même, il faut que ce soit bien fait. Parce que c'est quand même à lire, c'est des énormes trucs, les circuits. Hein, bon. Donc c'est exactement là-dessus que repose la certification du compilateur Skate, par exemple. Hein. Alors, exemple de CO primitif, on a un automate ici, ça c'est un vrai, hein, c'était un bug dans un design Intel de gestion du disque, qui a été trouvé en vérification formelle d'ailleurs, en 2 secondes, alors que Intel avait fait des milliards de cycles de tests dessus. Mais ils n'avaient pas trouvé celui-là. Quand on fait des tests, on ne sait jamais si on a trouvé un bug ou pas. Enfin, on sait qu'on l'a trouvé, mais on ne sait jamais si on va en trouver un ou pas. Donc, en fait, c'est cette instruction-là. Il manquait cette transition-là dans l'automate. Et il faut rajouter cette transition-là. Voilà le CO. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça à ce niveau-là. À ce niveau-là, on sait qu'un état d'un automate, ça s'écrit comme ça. La prochaine valeur de cet état, c'est soit je reste dans cet état, soit je rentre dans cet état. Ça, ce n'est pas très compliqué. Et donc, il faut modifier la condition stay et modifier la condition enter. Oh, ça, c'est assez bas. C'est un exo, hein, ça. La condition stay avant, c'était... Pardon, ça, c'est la condition stay. Ça, c'était... je reviens sur la même instruction. Et je ne sors pas de cette transition. Voilà. Bon, c'est rien, il faut rajouter le prédicat de cet arrête. Et puis, la condition enter, avant, c'était j'entre par cette flèche-là. Et maintenant, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il faut dire que de celui-là, pardon, c'est de cet état-là, j'entre par cette transition-là, ce go-là, c'est le ou de ces 2 transitions, et aussi j'entrais par cette transition-là et je rajoute une entrée par cette transition-là. Donc la transition de gauche, la transition rouge. Désolé pour les internautes qui ne voient pas le pointeur. J'entrais avant par la transition verte et maintenant, il faut que j'entre aussi par la transition rouge. Bon, ça ne paraît pas très compliqué tout ça, ok ? Bon, on fait ça, seulement après, il faut aller rechercher ces bidules-là, tous ces fils-là, il faut aller les rechercher dans le circuit. Ah, mais là, il y a un vrai os, un gros. C'est que le circuit a été totalement optimisé et complètement détruit par l'optimisation. Donc tout ça, ça a disparu. Alors, il faut aller à la pêche, il faut aller le chercher. Alors, pourquoi c'est fondamental, cette optimisation ? Parce que si on ne la fait pas, le circuit il est mauvais. Et si on l'a fait, il est très bon. Et cette optimisation, un circuit, c'est toujours comme ça, il y a de la mémoire, les registres d'état, et puis la logique combinatoire, tous les circuits ont cette forme-là. Et qu'est-ce que ça a fait l'optimisation ? De façon conjointe, avec des algorithmes que j'expliquerai l'année prochaine, de Hervé Toiti, Oria Thomas, Hélène Sentovic et moi-même, on a réduit la logique combinatoire et réencodé les registres d'état. Donc l'état est encodé sur beaucoup moins de registres, parce qu'on enlève des redondances, mais à condition qu'elles ne soient pas trop chères. Si vous enlevez trop de redondances, ça fait exploser la logique. Par exemple, il y a des gens qui pensent naïvement qu'un automate à n états doit s'encoder avec log n bits. Et ça, c'est complètement faux. C'est absolument faux. C'est dramatique de faire ça. Il ne faut jamais encoder avec le nombre minimal de bits. Ça fait exploser la logique très souvent. Et il n'y a même pas d'algorithme qui permet de savoir si c'est bon ou pas. Alors donc, il faut être très malin. Bon, alors ça, on sait faire.
Et le problème maintenant, c'est que faire un OCO là-dedans, ça devient tout à fait subtil, puisqu'on a perdu nos petits. Alors en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un moyen de s'en sortir, mais au début on n'y croyait pas trop, et ça a été délicat à régler, qui est de faire des calculs d'optimisation qui sont entièrement réversibles. Alors, les calculs d'optimisation ne sont pas tous réversibles. Par exemple, vous avez un automate fini déterministe, pas minimal, vous le minimisez, c'est complètement irréversible. Vous avez tout perdu. Si on les faisait réversibles, alors ça marche, parce qu'à ce moment-là, on a nos registres d'état, on a envie de patcher GCC-O4 directement dans l'assembleur, hein, c'est un peu ça. On a nos registres d'état, mais si c'est réversible, on avait besoin, pour faire le CO, par exemple, on avait besoin d'un registre qui n'existe plus et de logique qui n'existe plus. Alors, ce qu'on peut faire, si c'est réversible, c'est remplacer le registre qui n'existe plus par un bout de logique qui prend tous les registres qui existent maintenant. Et ça, il faut le calculer, ce bout de logique, hein, ce n'est pas trivial. Hein. Le bout de logique qui est là, qui va prendre les sorties de la logique combinatoire, les sorties il prend aussi les sorties de la logique combinatoire, mais comme il prend ses entrées, c'est pareil. Voilà, ce bout de logique-là qui va recalculer les chaînons manquants, les trous qu'on avait perdus. Il faut le faire de façon très maligne, parce que si c'est gros, on n'aura pas la place de faire le patch dans le masque. Et ça, bon, il y a du réglage. Et on s'est aperçu que, pas mal d'expérience, il faut expérimenter comme des fous, et on s'est aperçu que on ne perdait pas grand-chose dans l'optimisation, on perdait quelques pourcents, du genre entre 5 et 8%, pas plus. Ça a été une très bonne surprise, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Et avec ça, donc, on a pu faire les OCO en pratique sur des circuits. Il n'y a pas un seul circuit qui a été fait sans. Il y en a qui connaissent, et ce n'est pas dans la salle, et chaque fois, c'est quand même une aventure. Hein. Ça met les sociétés, un OCO, ça met les boîtes qui font des circuits dans des états un peu étranges. Bon, alors, c'est pas tout, mais quand on a décidé de fabriquer nos choses, il faut refaire l'OCO de façon standard, mais sur du code très optimisé. Et ça, c'est encore plus difficile que sur du code qu'on comprend. Mais bon, on y arrive. Et c'est complètement indispensable, mais j'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur ce problème. Hein, et si vous ne le résolvez pas, c'est pas la peine. Pas la peine d'aller dans les circuits. C'est comme ça. Alors, après tous ces systèmes où on avait de la preuve formelle, où on avait STRLv7 qui marchait très bien, qui faisait de la bonne synthèse, on arrivait à faire des jolis programmes, les architectes étaient contents, on est tombé sur un os assez intéressant. C'est que pour toute équipe de design, dans un vrai projet, dans un projet en production, on va créer une équipe de vérification, de préférence dans les pays qui sont encore pas chers. Donc très souvent en Inde pour l'instant, ça risque de changer parce que les prix de l'Inde montent. Et donc, une équipe de vérification, c'est nettement plus gros qu'une équipe de design. Mais une équipe de vérification, elle est payée, elle est jugée au nombre de bugs qu'elle trouve. Donc, si vous êtes français et que vous envoyez un design en Inde dans lequel les Indiens ne trouvent pas de bugs, c'est les Indiens qui se font engueuler. Et là, ils ne sont pas contents. Ils se plaignent. Et ils sont beaucoup plus nombreux que vous. Hein. Donc, c'est très, très compliqué. Et c'est très très compliqué, ça arrive vraiment, et c'est très difficile de convaincre le management américain qu'au total, ils y gagnent. Surtout que le management américain est plutôt en faveur des gens pas chers que des gens chers, et à l'époque, les Français étaient plus chers que les Indiens, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle il n'y en a plus, hélas, dans cette société-là, parce qu'il y en a d'autres. Donc, conclusion de ce cours qui va être un peu plus court que d'habitude pour laisser place aux questions. Quand on a des vrais clients, on est obligé de résoudre des problèmes qu'on peut mettre sous la table en recherche ou ne pas connaître, dont on peut ne pas connaître l'existence. Là, on est obligé. Donc, ce n'est pas du tout le même jeu et ces problèmes sont vraiment intéressants parce qu'en fait, ils nous ont permis d'améliorer des tas de trucs à côté. Hein. Tous. Les problèmes sont plus durs et plus gros. Par exemple, quand on a trouvé les premiers trucs de causalité, on était super contents. Et quand on les a appliqués aux vrais programmes, des gens qui faisaient des vrais programmes, il n'y a rien qui marchait. Alors ça, c'est sûr que quand on écrit des programmes dont le principal but n'est que de mettre en valeur le langage de programmation qu'on a fait, on évite soigneusement de tomber dans ces choses-là. Mais quand on dit aux gens « servez-vous-en, ça marche », on ne peut pas. Et les résoudre, ça demande éventuellement de la vraie recherche, mais pas toujours. Et le principe qu'on a pris, et qui va être instantanément contredit par l'exposé suivant, pas contredit, mais
compliqué dans l'exposé suivant, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait beaucoup en programmation, et beaucoup dans plein de domaines, c'est qu'on peut faire semblant de résoudre des problèmes. Alors, les langages de programmation sont entièrement pleins de ça. Hein. Je ne vous raconte pas l'histoire de C++, ou dans Java, dans tous les langages, hein, même dans STRL d'ailleurs c'est arrivé. C'est très difficile à faire. Donc, de temps en temps, on est fatigué, et au lieu de résoudre le problème en vrai, on dit « Ah, allez, j'ai une solution qui marche pour cet exemple. » Et après, on la paye pour tous les autres exemples. Alors, le système de type, par exemple, de C++, a été extrêmement compliqué à mettre au point et a des trous. On sait qu'il a des trous. Et c'est comme ça, et puis c'est fini. Hein, parce qu'une fois que c'est en place, c'est terminé, plus personne n'y touchera jamais. Mais je dis C++, ça marche bien. Hein. Il y a des gens qui ne s'en sortent jamais des hacks. Et je dirais que le slogan qu'on a essayé d'employer, c'est seule une approche scientifique, et je dirais un petit peu rigide sur le plan scientifique, c'est-à-dire sans faire trop de concessions. Il n'y a que ça qui peut marcher à terme. Mais vous allez voir dans l'exposé d'après qu'il y a des fois on ne peut pas parce qu'on n'a juste pas les idées scientifiques pour résoudre le problème, ou que le problème n'est peut-être pas susceptible d'être résolu par des idées scientifiques. Ça, c'est complètement possible. À l'heure actuelle, par exemple, le problème de l'énergie dans les circuits, qui est le problème central, on ne sait pas le résoudre avec des idées scientifiques. La physique bute... J'insiste sur ce problème parce qu'il n'est pas très bien connu, mais dans un circuit actuel, les densités de chaleur deviennent pas tellement loin de celles d'un cœur de centrale nucléaire. Donc ça veut dire que dès qu'un bout de circuit calcule, la première chose qu'il faut faire, c'est de le ralentir. Donc quand on vous dit l'horloge tourne à telle vitesse, c'est pas vrai, on va baisser le voltage. Hein. L'énergie dissipée, c'est le carré du voltage. Mais quand on baisse le voltage, tout est plus lent. Donc il faut la charge des transistors, la capacité reste la même. Donc il faut charger des choses, c'est beaucoup plus lent. Donc on va baisser la vitesse, on va la baisser. Mais si ça chauffe trop quand même, on va l'arrêter. Donc dans vos microprocesseurs de téléphone, de temps en temps, le microprocesseur, il fait pof. Hein, je pense que Mathieu, tout à l'heure, vous en dira un petit mot. C'est très intéressant. Donc gérer l'énergie dans un circuit est devenu une des choses les plus compliquées à l'intérieur du circuit. On a beaucoup travaillé avec Texas Instruments là-dessus. C'est très difficile. Donc on n'arrive pas vraiment bien à comprendre ce problème, et pour l'instant, ça bricole pas mal. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le silicium noir, qui apparaît vraiment. Le silicium noir, c'est les gens vous disent on va faire des circuits avec 1000 processeurs, 1 million de processeurs. Il y a juste un problème, c'est que quand on fait tourner un processeur trop longtemps, trop vite, eh ben, soit ils fond, c'est pas terrible, soit ils déforment le circuit parce qu'il y a un point chaud dans le circuit, ça c'est pas terrible non plus, soit il commence à se tromper, à plus calculer parce qu'il est hors de ses tolérances. Donc quand un circuit calcule, il faut l'arrêter. Mais l'arrêter, ça veut dire migrer ses données. Or, rien ne chauffe plus que de bouger de l'information. Donc, ce n'est pas simple. Et puis, utiliser les réseaux, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve devant des circuits dans lesquels le silicone noir, il y a un risque, hein, ce n'est pas encore avéré, il y a un risque que le silicone noir, c'est-à-dire les morceaux de circuit en train de se reposer, soit majoritaire. Hein, et on ne sait pas quand ça dépassera 100%. Donc, c'est un problème absolument sérieux qui commence à être connu dans les articles et qui, pour l'instant, n'a pas de solution scientifique véritable. Donc les gens font ce qu'ils peuvent. Il y a des entreprises comme ARM qui savent faire très très bien les réglages dynamiques. Il y a des astuces dont je parlerai, comme par exemple calculer toujours le plus lentement possible. Avant, on disait qu'il faut calculer le plus vite possible. Maintenant, c'est l'inverse. Quand on veut produire du MP3, ce n'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Donc il faut calculer le plus lentement possible. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas susceptible de solutions scientifiques. On peut espérer que ça le sera, mais ça n'empêche pas de bosser. Et ça, c'est aussi la relation entre ingénieurs et scientifiques. Et je pense que Laurent et Mathieu vont vous expliquer un exemple de collaboration durable particulièrement bon et pourquoi il peut être bon. Voilà. Pendant qu'ils s'installent, je voudrais prendre quelques questions.